Je sais pas, pour les bruits, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas trop de bruit, là, ça va? Non, on peut le laisser ouvert, peut-être. Ça fait de l'air. Vous avez froid? Non, au contraire, j'ai chaud. Ça va? Ouais. Bon, Alain Soral, quelles sont les motivations qui vous ont poussé dans cette voie si difficile et si dangereuse, tout compte fait? Alors, les motivations, c'est, je crois, d'échapper à la normalité, c'est-à-dire notamment le salariat, je crois. Et aussi sans doute un certain goût pour la vérité, qui fonctionne toujours négativement, c'est-à-dire un certain dégoût pour la soumission au mensonge et à l'inauthentique, ce qui est un peu la même chose que le refus du salariat, c'est-à-dire le refus d'obéir à des gens ou à des injonctions qui ne me paraissent pas légitimes. Hein, voilà. À partir de quand vous avez pris conscience de cette illégitimité? Très clairement, quand je suis rentré en classe de terminale, j'ai ressenti que ça servait à rien d'aller jusqu'au bac et d'attendre la fin de l'année, que j'avais déjà ce sentiment-là d'ailleurs dès la, je crois, seconde première, où la moitié de mes profs, j'étais dans une école privée, j'étais à la fois bon et mauvais élève, j'étais bon dans certaines matières et nul dans d'autres. Bon dans celles qui m'intéressaient, nul dans celles qui ne m'intéressaient pas. Et surtout, j'ai déjà eu conscience que certains profs étaient plus bêtes que moi. Et donc, que je n'avais pas à tenir compte de leurs mauvaises notes ou de leurs remarques stupides. Et donc, ça s'est fait progressivement par l'école, hein, parce qu'à partir déjà de la seconde, j'y allais plus avant 10h du matin. Parce que je suis assez insomniaque, donc ça a toujours été très dur pour moi de me lever le matin. Donc j'y allais déjà plus qu'à 10h. Après j'y allais. Pas quitté ça. J'y allais. Bah, y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit et qui dorment le matin. J'ai remarqué ça. Notamment Hitler et Joseph Staline, ça, tous les deux. J'ai vérifié ça. Et après, à partir de la seconde, que je dise pas de bêtises, ou la première, j'y allais plus le matin. Alors comme j'étais un peu livré à moi-même, on était une famille éclatée, j'avais les cartes de visite de mes parents. Et je me faisais moi-même des mots d'excuses. Et puis je crois que à l'insu de vos parents. De toute façon, ils étaient vraiment occupés à autre chose. Mon père était en fuite pour échapper à la prison. Ma mère était elle avait un peu lâché prise, comme on dit. Et même, je me rappelle, le directeur de l'école m'avait convoqué. À l'époque, j'étais, je crois, un truc qui s'appelait Pierre Termier, je crois, à Grenoble. Et il m'avait convoqué, il s'appelait Monsieur de Roubaix. Comme quoi, les souvenirs reviennent. Et je m'attendais à ce que ce soit pour me passer un savon. Et ça a été assez étrange, qu'ils avaient dit qu'ils allaient être obligés de me virer parce que mon père ne payait plus. Parce que c'est vrai qu'on me changeait d'école tous les ans et mon père ne payait pas, il me mettait dans les écoles privées et il ne payait pas. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis déjà fait virer de Stan. Et à la fois il m'a dit qu'il en était désolé parce que... et il m'a fait des tas de compliments, alors que vraiment j'étais un mauvais sujet. Donc il avait quand même ressenti que j'avais un potentiel sans doute, des excuses peut-être, et ça m'avait assez conforté dans ma voie. Et surtout, tout ça se passe au milieu des années 70, même j'ai 74 par là, dans une période de marginalité assez intégrale, si vous vous rappelez bien. Hein, où en même temps on découvre la drogue, la pop musique, je me rappelle, j'ai découvert notamment Rock Bottom de Robert Wyatt, un disque qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle, le premier disque que j'ai acheté, c'était Kevin Coyne. Donc c'est des chanteurs très engagés, alternatifs, qui vont assez loin, quoi. Et donc il y avait un climat général, il y avait ma situation de famille, avec une lutte très très frontale contre le père et l'autorité du père, à cause de mon père, bon, qui incarnait lui-même une autorité brutale et très illégitime. Hein. Bon, ça c'est un autre sujet, mais j'en ai parlé dans mes livres, hein, pour ceux qui veulent. C'est La vie d'un vaurien, Misère du désir, Chute, il y a à peu près toutes les clés, hein, pour les gens honnêtes qui veulent comprendre. Et puis aussi, on n'explique pas tout par le pathos. Hein. Jusqu'à un certain âge, je veux bien, mais à partir de 35 ans, on a quand même des positionnements qui peuvent être quand même plus sociaux que psy, quoi. Mais en tout cas, arrivé en classe terminale, alors en terminale, je me suis retrouvé dans une école privée à côté de Genève, qui était beaucoup investie par des réfugiés maronites, enfin des enfants de réfugiés maronites libanais, parce que venait d'éclater la guerre du Liban. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi? J'habitais à Annemasse, chemin du Brouaz, dans la cité des Merlettes, entre la gare, les usines Aspro et le cimetière. Et là, je me dis clairement, faut que je me barre, quoi. Et j'ai pris, pour les vacances scolaires de Noël, j'ai pris mon sac. Et je suis parti d'abord à Grenoble, puis à Paris.
Et avec l'idée, à nous deux Paris, quoi, comme dans Balzac. Hein. Et avec cette idée de désir de vivre, d'échapper à la norme et à l'autorité, dans un climat qui était assez intéressant, parce que ça correspondait exactement à l'éclosion du mouvement punk. Et donc je me suis retrouvé en plein aux Halles, au moment où démarrait le punk français. Donc tout ça, ça fait des espèces d'accidents et des choses qui construisent un peu le destin, parce que le punk était totalement en phase avec mon positionnement intérieur, quoi. Vous étiez un rebelle? Oui, je crois vraiment que j'étais un rebelle, mais justement pas au sens idéologie dominante d'aujourd'hui, rebelle sans cause, etc. Mais parce que j'avais réellement, pour des raisons sociales, j'étais un déclassé assez violent. Je suis passé de la grande bourgeoisie je dirais presque la précarité, hein, à cause des accidents de mon père, quoi, sociaux. J'étais un rebelle aussi sur le plan oedipien, puisque j'étais un rapport très très frontal avec mon père. C'était une époque de rébellion très forte avec le gauchisme, hein, à l'époque, puis le punk, qui était en fait un gauchisme qui s'était débarrassé de certaines facilités du gauchisme. En fait, le punk, c'est la continuation du gauchisme, mais débarrassé de certaines, justement, c'était renouveler le bail, en fait, de l'insoumission. Hein. Et donc, rebelle au sens, effectivement, où il faut assumer, c'est-à-dire marginal, dans la survie. Parce que sinon c'est assez facile. Hein. Pas une pause. Non, oui, c'était réellement... livré à moi-même dès l'âge on va dire, pile de 18 ans, dans la grande ville, sans moyens, sans soutien de famille, avec le désir de vivre, c'est dire, et pas de projet précis, à part le désir de vivre pleinement, et puis peut-être un peu cette idée de tutoyer les anges, de vivre des choses intéressantes, quoi. J'étais, en n'étant pas intéressé pas spécialement par l'argent, la célébrité, je ne veux pas mentir, oui, il y a toujours une idée derrière d'un destin exceptionnel, hein, ça existe un peu, mais pas sous forme showbiz, hein, on va dire de destin plutôt, l'idée confuse du destin. Donc tout ça, effectivement, explique là où j'en suis aujourd'hui, parce qu'en réalité, j'ai jamais changé. C'est ça qu'on peut constater. Pour les gens qui m'attaquent sont souvent de très mauvaise foi, mais je peux comprendre qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas vraiment. C'est qu'en fait, il y a une très grande cohérence et très grande continuité dans mon cheminement. En fait, je n'ai jamais changé. Et c'est d'ailleurs même ce qui peut choquer ou étonner certains, c'est à quel point j'ai jamais changé. Je suis resté, d'où mon côté presque parfois un peu juvénile. Je n'ai strictement... la vie ne m'a pas changé, en tout cas. J'ai pas changé, la vie ne m'a pas changé. Voilà. Et à l'époque, quelle est la croyance, ou plutôt même maintenant, quelle est la croyance ou la philosophie qui vous guide? À l'époque, j'étais dans un bain quand même de gauchisme culturel. Avec les situationnistes? Non, parce que c'était moins élevé que ça au départ. Moi, au départ, il faut comprendre que j'ai commencé à lire un petit peu vers 15 ans, et à lire sérieusement à partir de 18 ans. Avant, c'est simple, mon père m'interdisant de lire de la bande dessinée, et étant en rébellion avec mon père, je ne lisais que ça en cachette, et j'ai pas du tout un profil d'intello au départ. Moi, je suis élevé en banlieue parisienne, il faut voir le film Terrain vague, hein, de Carnet pour comprendre. C'est des cités dortoirs en voie de construction, au milieu de fermes en ruine, avec le bois de Meudon à côté, etc. Donc je suis un gamin de cité, qui court toute la journée dehors, avec un père qui n'est pas là, une mère qui, on va dire, abandonniste. Donc moi, j'ai pas du tout un profil d'intello, etc. Dès le départ, ma vie, c'est la bande de jeunes livrée elle-même dans la rue. C'est pour ça que j'ai une certaine sympathie, malgré moi, pour tout ce qui est jeunesse des quartiers, et que j'ai du mal à être hostile même à ces gens-là, même quand parfois ils le mériteraient. Parce qu'en fait, je viens de ce monde-là. Vous étiez un leader déjà à l'époque? Quand j'étais gamin, on était 2 leaders, je me rappelle. Il y avait mon meilleur pote qui s'appelait Didier, et moi, je me rappelle, quand on était tout gamin, on était les 2 leaders du quartier, les 2 potes, Didier et moi, quoi, voilà. Et après, ça c'est un peu... non, pas spécialement, c'était plutôt quand j'étais très jeune, ouais. Et je suis redevenu leader, on va dire, à partir de 18 ans, progressivement. Entre les deux, j'ai subi quand même comment dirais-je, une ambiance familiale très, très pénible, qui n'était pas propice à l'épanouissement. Donc je pense que je suis un peu un résilient de ce point de vue-là. Je me suis remis sur sans doute sur mes rails une fois que j'étais libéré de la famille. Ouais. Je suis parti de chez moi, j'en suis d'ailleurs jamais revenu. Hein. C'était
mon intuition profonde, c'est qu'il fallait que je me sépare de ma famille qui était très nocive, si je voulais me construire. Et je pense que petit à petit, je suis redevenu celui que j'étais fait pour être, ou que j'étais. Là, c'est la pseudo-théorie là, de la résilience, qui est d'ailleurs une théorie très à la mode, parce qu'elle est portée par un psychosociologue, là, qui l'a d'ailleurs piqué à quelqu'un d'autre, comme souvent. Et en fait, je suis redevenu progressivement celui que sans doute j'étais fait pour être, c'est celui que j'étais très jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens en phase avec celui que j'étais quand j'avais 5 ans, pratiquement. Mais justement, alors, quand vous êtes redevenu vous-même, à 18 ans... Enfin, j'ai commencé à redevenir moi-même. Oui. Quelles étaient les croyances ou la philosophie qui a commencé à vous guider, à vous ouvrir le chemin? J'étais, comme je dis, dans un bain gauchiste et gauchiste culturel, parce que j'ai une dimension, comment dirais-je, artistique, quoi. Je me suis toujours intéressé à la musique, à la peinture, etc., de façon un peu intuitive au départ. Et en fait, j'étais dans le gauchisme culturel, c'est-à-dire l'anti-bourgeoisisme, ce qui est quand même une constante chez les enfants de la bourgeoisie d'ailleurs. C'est le bain occidental, très anti-bourgeois. Donc de sensibilité, on va dire marxiste, mais comme c'est compliqué de comprendre le marxisme au départ, on est en général par la voie du gauchisme quand on est adolescent, on mélange, on confond les deux. Ça, je m'en suis libéré progressivement par un double travail de lecture et puis aussi de ce qu'on appelle de pratique. C'est-à-dire que j'avais pas les moyens du gauchisme d'une certaine manière, parce que j'étais dans la précarité, donc j'ai compris les rapports de classe, le mensonge de la gauche bourgeoise, etc., par la pratique. En réalité, j'ai toujours été amené à la théorie par la pratique. C'est-à-dire, je suis dans un bain culturel dominant, je sens que cette idéologie est dysfonctionnelle par rapport à ce que je vis, je le ressens, j'essaie de le comprendre, et en essayant de le comprendre, je vais vers des lectures, ou des rencontres, parce que les rencontres, c'est très important. Oui, vous en avez fait à l'époque. J'ai fait beaucoup de rencontres parce que j'étais à Paris, j'étais à Marginal, donc j'avais une chambre de bonne à Pigalle de 12 mètres carrés que je payais 400 francs par mois. Donc il fallait que je trouve ces 400 francs. Pour ça, je faisais des chantiers de déco et je faisais des petits boulots, ce qui était encore possible à l'époque de se loger à Paris en payant que 400 francs pour 12 mètres carrés, en faisant des petits boulots entièrement au noir. Tout ça était possible à l'époque, on pouvait vivre sans compte en banque. Il n'y avait pas de digicode en bas des immeubles. On pouvait avoir un bail avec moins de rigueur qu'aujourd'hui. Et surtout, les loyers par rapport aux revenus étaient proportionnellement beaucoup moins chers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus habiter. C'est beaucoup plus dur d'être un marginal comme je l'étais aujourd'hui qu'à l'époque. Ça, j'en ai conscience. Il n'y a pratiquement plus de marginalité. Il y a des faux marginaux aujourd'hui. Il y a l'esthétique de la marginalité. Mais des vrais marginaux, il y en a de moins en moins. Ou alors, ils sont dans la délinquance totale et sans doute beaucoup plus liés à l'immigration. Alors que moi, je fais encore partie d'une époque où il y avait du rebelle marginal, je dirais blanc, petit blanc, et qu'on était même dominant. Les bandes de loupards, il y avait des bandes à Paris, la bande de la Trinité, la bande de la Nation, la bande de République, c'était majoritairement des blancs. Et moi, j'étais proche d'une bande, c'était la bande de la Courneuve. Il y avait Pouic, c'était un Gaulois, quoi, qui avait une formation de mécano. Il y avait Francis, qui était un Antillais. Et il y avait Karim, qui était un Maghrébin, mais il y avait cette... C'est comme dans La Haine, mais c'est pas du tout comme dans La Haine de Kassovitz, c'était vrai. Et c'était, en fait, à l'époque, il y avait encore des bandes de jeunes virils et loupardes, à majorité blanches, avec, comment dirais-je, des apports immigrés. Mais aujourd'hui, ça s'est totalement inversé, c'est ce que je veux dire. C'est un autre contexte. Aujourd'hui, je dirais les racailles, d'une certaine manière, ont du mal à comprendre qu'il y ait autre chose que des bolos. Ils nous prennent vraiment pour des fiottes. Parce qu'effectivement, à partir du milieu des années 80, ça s'est de plus en plus transformé. La banlieue a été de plus en plus immigrée, et le petit blanc de plus en plus réduit à la position de victime et de soumis, quoi. Moi, j'ai pas vécu cette époque-là. Ah oui. Parce que, et alors, à l'époque, est-ce qu'il y a des écrivains ou des auteurs ou des philosophes qui vous ont marqué ou qui ont éveillé votre curiosité? Il faut comprendre que ça s'est passé comme ça. J'étais donc précaire à Paris et il fallait que j'ai la sécu et même une mutuelle pour les problèmes de dents, les problèmes de médecine. Parce qu'en fait, quand vous lisez la correspondance, par exemple, de Rimbaud, ce que j'ai lu, les problèmes permanents des gens, quel que soit leur talent, dans la précarité, c'est le linge, faire laver ses vêtements et avoir des vêtements propres, et renouveler ses vêtements quand ils sont usés. Souvent, on n'a qu'un ou deux pantalons, une paire de chaussures. Donc, on est dans des questions de survie pratique. Et moi, il fallait donc, les problèmes de dents aussi, quand vous avez une rage de dents et que vous n'avez pas d'argent, il y avait la mutuelle où on pouvait se faire soigner, ou l'école dentaire, etc. Il faut avoir toutes ces filières-là, moins chères. Et moi, il m'est apparu qu'il fallait que j'ai le statut d'étudiant pour avoir la Sécu et l'AMNEF.
Et comme j'avais pas le bac, je me suis posé toujours des questions très pratiques. Hein. Comment avoir le statut d'étudiant quand on n'a pas le bac? Et j'ai regardé qu'il y avait 2 filières possibles. C'était les beaux-arts, parce que c'était sur concours, et l'école des hautes études en sciences sociales, parce que c'était sur dossier. Et comme j'étais un peu artiste, entre guillemets, c'est-à-dire à l'école, je passais mon temps à dessiner, parce que les cours ne m'intéressaient pas, j'étais plutôt bon en dessin. Et comme j'étais un peu, je dirais, assez vif d'esprit, parce que de ce point de vue-là, mon père, il y avait une bibliothèque chez nous, mon père parlait beaucoup, et était un peu bourgeois cultivé, même si aujourd'hui je me rends compte que ce n'était pas du très haut niveau, mais je veux dire, on n'était pas dans une famille de populaires taiseux. Il y avait du concept et des livres, donc j'avais une capacité d'élocution que j'ai toujours. J'étais dans un bain quand même un peu culturel, même si on était des déclassés sociaux, on était quand même des bourgeois en termes de capital culturel. Et donc je me suis dit, je vais tenter pour avoir la sécu, pour pouvoir être un peu moins fragile, quoi. Je vais tenter les beaux-arts et l'école aux études en sciences sociales. Donc je me suis inscrit au concours des beaux-arts, j'ai présenté un dossier pour les hautes études en sciences sociales, et il se trouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, que j'ai eu les deux. Donc je me suis retrouvé à la fois étudiant aux Beaux-Arts, et d'abord élève libre, puis élève stagiaire à l'école des hautes études en sciences sociales chez Castoriadis. Voilà, tout ça est vérifiable, quoi. Et donc, par ce biais-là, j'ai commencé à d'un seul coup, à vraiment m'intéresser au concept, à la culture, par l'histoire de l'art d'un côté, parce que quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'ai vu qu'il y avait que des gauchistes abrutis, et qu'en plus, l'idéologie dominante des Beaux-Arts, c'est l'art ne s'apprend pas. Donc on était dans une école d'art où l'art ne s'apprenait pas, et où franchement c'était catastrophique le niveau, c'était sale, etc. Ça doit être toujours pareil, on m'a montré des photos récemment. Et donc j'ai suivi 2 cours qui m'intéressaient, parce que très vite... Vous suiviez les 2 cursus? Oui, je suivais les 2 cursus, mais c'était l'école des études en sciences sociales, c'était un séminaire par semaine le mercredi matin, je crois. D'ailleurs, c'était pas boulevard Raspail, c'était dans le 16e rue de la Tour, je crois. Je me rappelle bien de tout ça. Et du coup, par Castoriadis, je me suis mis à lire d'abord le livre de Castoriadis de l'époque qui s'appelait L'institution imaginaire de la société. J'ai trouvé ça d'emblée très faible, parce que le mec était à la fois marxiste et psychanalyste, et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais donc je lisais ses livres à lui, d'autres livres effectivement par référence, et aux Beaux-Arts, j'ai suivi 2 cours qui m'intéressaient, c'était les UV, on appelait ça, Histoire de l'art et Anatomie, qui étaient les 2 cours sérieux. Anatomie, il y avait à l'époque, il y avait un prof assez désagréable, parce que dans mon esprit, parce qu'il était vraiment de droite, mais à la limite aujourd'hui peut-être je trouverais très bien, mais il était totalement en décalage avec l'ambiance gauchiste des Beaux-Arts, et c'était un disciple d'un grand anatomiste français qui s'appelle Duchesne de Boulogne, et il était très fort en anatomie, et on avait des cours d'anatomie. Et ça m'a intéressé parce que c'était la connaissance du corps, des muscles, les os, etc. Donc c'était une vraie connaissance dure, c'était pas du baratin. J'ai toujours été attiré par les vraies connaissances dures, parce que j'ai toujours eu l'intuition du charlatanisme, ce qu'on appelle le jargonnage, qui était le bain d'ailleurs général. À l'époque, la grande mode, c'était les séminaires de Jacques Lacan, faut pas oublier, où je suis allé. Pour draguer, parce que c'était un truc complètement mondain. À savoir que le langage, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Donc j'ai commencé à lire des livres par l'histoire de l'art, et l'histoire de l'art vous amène au concept, parce que vous comprenez que l'art moderne, c'est faire rentrer les idées dans la peinture, parce que la peinture ne suffit plus. Et on comprend les impressionnistes, et puis après les suprématistes, enfin on voit bien, j'essaie de comprendre comment ça a un lien avec le reste de la société, politique, idéologique, l'invention de la photo à la fois, la révolution russe, enfin je vous ramène tout ça comme ça. Donc je me passionne pour l'histoire de l'art, et l'histoire de l'art m'amène en fait au concept pur, à la philosophie et à l'histoire. C'est les 2 mamelles, quoi. Et parallèlement, je suis aussi dans ce bain-là, histoire, philosophie. Alors philosophie, sociologie, ethnologie, c'est la même chose, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, par les hautes études en sciences sociales. Donc d'un seul coup, j'ai une poussée d'intérêt intellectuel, et je me mets à lire énormément, alors qu'avant je ne lisais pas. Je me mets à lire énormément à partir de ce moment-là, à cause de ce double cursus, où finalement j'ai conscience que je peux apprendre très peu de choses aux Beaux-Arts et très peu de choses chez Castoriadis, mais par contre ça me pousse à la lecture. Et là je suis dans une démarche que j'ai racontée dans mes livres, c'est que comme je vis dans une petite chambre de bonne et que je suis très précaire, et pour des raisons affectives aussi que j'ai expliquées par ailleurs, je drague beaucoup. Dans la rue à l'époque, les dragueurs se connaissent, parce que contrairement à aujourd'hui, en semaine, à Paris Centre,
en fait, il n'y a que les touristes et les marginaux. En fait, c'est plus comme aujourd'hui où il y a des gens tout le temps, partout dans la rue. À l'époque, il y avait une vraie séparation entre les jours ouvrables et les jours fériés, entre le dimanche et le jour de la semaine, où les gens bossaient, quoi. Ça s'est vraiment transformé, la société, de ce point de vue-là. Moi, je vous parle de fin des années 70. Et donc, en draguant, compte tenu de mes problèmes de déclassement sociaux, de problèmes affectifs d'adolescent un peu livré à lui-même, et compte tenu de mon désir de me cultiver, etc., je me retrouve à la fois naturellement et aussi de manière un peu, je sais pas, intéressée, à draguer des filles de bonne famille, ce qui me permet aussi de ne plus vivre que dans ma chambre de bonne, mais d'avoir accès à des appartements et des bibliothèques. Et bon, je ne raconterai pas trop dans le détail qui, etc., mais je me retrouve à un moment donné, le petit ami d'une jeune fille de très bonne famille, dont le père est un grand psychanalyste lacanien, où il y a beaucoup de pognon, et je m'installe un peu là, comme ça, à la Loubar, parce que je suis petit ami de la fille, et il y a une très grande bibliothèque, avec beaucoup, beaucoup de bouquins, et de disques aussi, donc parallèlement, je m'intéresse... J'élargis ma culture musicale en m'intéressant au jazz, je découvre Miles Davis, et puis après le bebop, l'opéra, et même l'opéra, enfin pas contemporain, mais l'opéra moderne avec Berg, etc. Donc je me cultive, j'aime ça, j'arrive à vivre avec très peu d'argent, puisque je suis un peu, effectivement, dans ce qu'on appelle l'incruste, quoi. Hein, toutes ces choses qui ont existé à toutes les générations, je pense, hein, depuis toujours, hein, en réalité. Je pense que si on remonte à François Villon, on trouve peut-être le même genre d'ambiance, presque même au quartier latin déjà. Hein. Et je développe ma culture historique, ma culture philosophique, ma culture politique, qui s'articule avec on va dire, ma rébellion intérieure, quoi. Donc je structure ça, je l'améliore. On est aussi à une période, effectivement, où il y a ce qu'on appelle le nightclubbing, qui se développe énormément, c'est-à-dire qu'on passe du gauchisme au nightclubbing, on passe du gauchisme au punk, puis à l'afterpunk et à la new wave, et c'est l'époque de l'IB, nouvelle formule, donc il y a aussi les événements de l'histoire qui fait que je me retrouve dans cette mouvance qu'on appelle les branchés, parce qu'en fait on est très peu au départ, on est au hall, on a les cheveux courts. J'ai fait la première pub, je me rappelle, pour Rocker avec une brosse de soldats américains. Donc on détruit nos papiers d'identité parce qu'on a encore les cheveux longs dessus pour en refaire des nouveaux avec les cheveux courts. J'ai vécu tout ça. Hein. Radicalement, on se met à s'habiller en GI américain alors qu'avant on était dans des influences plus ou moins indiennes et tiers-mondistes. Hein. J'ai vécu cette transition 75, 76, 77, 78 et je me retrouve là dans la branchitude en plus. C'est-à-dire qu'à la fois je suis inscrit aux Beaux-Arts, je suis inscrit à l'école d'études en sciences sociales, je me cultive, je suis dans la branchitude et aussi un pied dans une certaine bourgeoisie branchée par les familles des jeunes filles que je fréquente, où je me retrouve à incruster les rallyes, enfin, je le fais court, je rentre au palace et au bain-douche, dans les boîtes de nuit parce que j'ai le bon look. Donc tout ça s'interpénètre. Donc là j'y rencontre Ardisson, j'y rencontre Stark, j'y rencontre des tas de gens à l'époque, parce que tous ces gens, c'est un petit milieu au départ qui sont en train de faire les années 80 sur le plan du renouvellement esthétique et un peu idéologique. Et là, je rencontre d'ailleurs André Berkoff, ce qui est marrant, qui me pose des questions sur mon look, parce que je dois être habillé en pseudo-officier de marine, on se mettait beaucoup de déguisements comme ça, et je lui explique que c'est des stratégies on va dire, de pénétration sociale, de positionnement politique, et il trouve ça intéressant. Donc je suis déjà dans la dialectique, hein, système des objets un peu, hein, de Baudrillard, que j'ai lu aussi à l'époque, les choses de Pérec. Je fréquente d'ailleurs Baudrillard, que je vais voir régulièrement, et je lis ses livres et je lui en fais des commentaires, et il me trouve sympathique. Et il y avait ce côté-là à l'époque. Je vais aux revues Parler à Beaubourg, où je rencontre Solers, où je rencontre Jean Edernalier, parce que je suis un jeune qui traîne. Et je rencontre aussi le Bizot d'Actuel qui s'intéresse à moi, parce que par exemple je vais dans les soirées comme ça thématiques, c'est souvent en fin d'après-midi, j'y vais en smoking par exemple. Je me suis acheté un vieux smoking Opus, et j'y vais en smoking, une papillon smoking, mais avec une chemise orange vif. Alors ça fait un look, quoi. Le crâne à moitié rasé, donc les types s'intéressent à moi, je suis jeune, un peu pétillant, et donc tout ça se mélange, donc à la fois culture intellectuelle, pénétration de ce qu'on appelle le culturo-mondain, cette rébellion en moi, aussi l'idée que la modernité c'est nous, c'est moi et les autres, et qu'on est en train de prendre les places, hein. C'est aussi ça, le côté adolescent, poussez-vous que je m'y mette. Le fait que la génération d'avant, comme Bizot, pour pas se faire déclasser culturellement, s'intéresse à nous, et nous coopte, pour en fait, en nous cooptant, se maintenir. C'est là où j'ai des propositions pour commencer à écrire des articles, à Actuel,
Évidemment, Baudrillard me dit tiens, il me cite dans Cool Memories, il m'avait même proposé de publier des articles. À l'époque, j'écrivais des articles au crayon sur des feuilles de papier. Hein. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de traitement de texte, il n'y a pas tout ça. Je m'achète une machine à écrire à l'époque, une Triomphe Adler ou je sais pas quoi, électrique, qui est quand même un investissement, hein. Ça coûte 2000 francs à l'époque, hein. C'est le prix d'un répondeur automatique, vous voyez. Donc tout ça se fait comme ça. 77, 78, 79, 80. Et puis à un moment donné, effectivement, Berkoff me dit tiens, ce que tu me racontes en boîte de nuit, là, parce qu'on se voyait au premier étage du Palace. Alors il y avait à l'époque toutes les figures de la branchitude. Il y avait le chanteur de Modern Guy là, qui est mort. Il y avait celui qui est mort aussi là, de Libé, qui avait publié Un jeune homme chic. Enfin, il y a toutes ces figures. Il y a même Thierry Paulin, le serial killer. Il était aussi au Palace, oui. Guillaume Dustan, vous l'avez connu Oui, je l'ai connu, bien sûr. Bah oui, mais lui, il est venu après. Hein. Il est venu après, c'est un peu plus tard. C'est plus tard. Ouais. Non, moi je parle vraiment de la crème de la crème des branchés. Punk New Wave, c'est Léal, et c'est 77, et là il y a Serge Kruger, il y a Titus, il y a Chivonne, enfin je les connais tous, moi. Au début on est une poignée au Halles, hein, faut pas oublier, avec cette idée que les Halles, il y a encore le trou là, et donc il y a un côté guerre atomique, il y a un côté fin du monde, il y a un côté squat. Et donc ça correspond très très bien à l'ambiance de l'époque. Et en même temps, il y a le Royal Mondétour, les vieilles brasseries, encore les vieilles... ce qui reste des halles, des forts des halles à l'époque. Oui. Hein, la tour Montlhéry, la poule au pot, le pied de cochon, là. Il y a tout ça, ce bain-là. Mais Beaubourg n'était pas encore... Comment ? Beaubourg n'était pas encore là. Si, Beaubourg était déjà là. Mais c'est pas tout à fait... Oui, bien sûr, oui, Beaubourg c'est juste avant. Mais c'est pas tout à fait... C'est à quelques centaines de mètres, il faut traverser le boulevard, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais moi je faisais justement Beaubourg, Revue Parlée, et puis aussi les musées, enfin les expos, parce que c'était très moderne Beaubourg, hein. C'était fort hein, comme symbole. Je faisais les bains-douches, pour simplifier, et le Palace, boîte de nuit, donc il y avait le côté nightclubbing, le côté culturel, les cours que je suivais, Beaux-Arts, donc Quai Malaquais, c'est ça, Quai Malaquais, hein, rue Bonaparte, Quai Malaquais, les hautes études en sciences sociales, donc en fait c'était assez mélangé, parce que je fréquentais à la fois des branchés dans les boîtes de nuit, donc le milieu un peu aussi de la musique, des intellos pur et dur, donc j'étais à la fois copain avec Jean Edernalier, copain avec avec un Ardisson qui commençait aussi à s'intéresser un peu à moi, parce que j'ai compris très vite que selon son niveau de capacité, on pouvait être mannequin. J'ai été mannequin, parce que j'ai été un des premiers mannequins de Jean-Paul Gaultier, pour faire un peu d'argent quand je faisais plus d'1m85, j'étais élancé, je portais bien les fringues, donc on m'a proposé de défiler, je l'ai fait évidemment. Tout ça se télescopait. Et puis à un moment donné, donc on pouvait soit être photographe de mode quand on savait rien foutre. C'est une manière de fréquenter des mannequins, parce qu'il y a toujours le côté choper des meufs. Hein. Et moi, comme j'étais un peu plus brillant naturellement ou doué pour le concept, c'est écrire des articles, hein, assez vite. Je me suis retrouvé à faire du journalisme. Et pour le Jardin des Modes, pour Elle, pour l'Écho des Savanes. Et puis à un moment donné, je vous dis, le moment important, dans ce bain général, André Berkoff me dit, tiens, c'est intéressant ce que tu racontes, tu pourrais écrire un livre. Et c'est comme ça que je la fais courte, se retrouve publié quelques années après, parce qu'il a fallu l'écrire, trouver quelqu'un avec qui l'écrire, et qui m'aidait à pouvoir l'écrire. Ma rencontre avec Hector Obalk, les mouvements de mode expliqués aux parents. Donc on se retrouve à écrire ce livre, donc qui est une amitié, un travail où j'apprends à écrire, parce qu'entre bricoler et écrire un livre entier, alors lui est universitaire, donc c'est facile, fils de la très bonne bourgeoisie, avec hôtel particulier dans Paris, où je vis un peu chez eux d'ailleurs. La mère est professeure d'université de linguistique, c'est l'assistante et celle qui a pris la place après de Martinet, le spécialiste de linguistique fonctionnaliste. Et donc je me retrouve à apprendre à écrire, à être obligé d'être boosté. C'est assez étrange d'ailleurs, c'est assez ironique, parce que la mère d'Hector Obalk, qui doit me vouer aux gémonies aujourd'hui, parce qu'elle c'est une Saada, donc c'est la bourgeoisie culturelle de Sfax, hein. Donc on est vraiment chez les chalalas, quoi, chalalas cultivés. Elle m'offre mon premier dictionnaire de philosophie, le Lalande, le Foulquier. Donc ces gens-là m'ont mis le pied à l'étrier intellectuellement. Et ils vous poussaient? Ils me poussaient, en poussant leur fils, disons qu'ils me poussaient comme meilleur ami de leur fils. C'est pas directement, mais c'est vrai qu'ils m'ont logé, nourri, je dois le reconnaître. Hein. Vous aviez un mentor à l'époque Alors étrangement, j'étais passionné
par André Breton, ce qui est assez étrange. Pourquoi? Comme chef de file d'un mouvement à la fois culturel et révolutionnaire. Je rêvais beaucoup sur la révolution surréaliste, par transposition. C'était à Paris, c'était à la fois intellectuel, culturel et politique, et j'avais une grande fascination pour André Breton, alors qu'aujourd'hui, franchement non. Mais à l'époque, je reconnais, j'étais à la fois très branché New Wave, et j'écoutais comment dirais-je, les Sex Pistols, puis après Divo, puis après Talking Head, enfin voilà, etc. Et en même temps, culturellement, j'étais très branché révolution surréaliste, donc Europe années 20, années 20-30, hein, et donc Europe centrale aussi. Je m'intéressais beaucoup, pour des raisons plutôt esthétiques d'ailleurs, à la révolution bolchevique, et aussi à tout ce qui était mouvements politiques radicaux d'Europe de l'époque, hein, parce qu'il y a toute une esthétique très forte qui va avec la New Wave. Hein. La New Wave, c'est très de droite, quoi, esthétiquement. C'est cheveux courts. D'ailleurs, à l'époque, les groupes musicaux, Spandau Ballet, Joe Division, New Order, c'est très très faf comme esthétique. On n'est pas du tout dans le babaïsme, John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra. On était dans une espèce de truc culturel où toute l'imagerie se renouvelait à l'époque. Du coup, il y avait quand même l'intérêt des marchands, parce que s'intéressaient à nous et nous sponsorisaient. Je faisais par exemple du conseil en stratégie pour Promodes ou des trucs comme ça. J'étais prof à ESMOD après mon livre, etc. Parce qu'on était les fournisseurs de nouvelles tendances. C'est-à-dire que même le Sentier, les mecs du Sentier venaient voir comment on se déguisait pour voir quelle était la nouvelle mode pour les jeunes, et ils nous copiaient. Fabriquer en série des trucs que nous on était allés dénicher aux puces, etc. C'est comme ça qu'on peut expliquer le phénomène des jeunes créateurs de Jean-Paul Gaultier, hein, au départ. Il vient de ce bain-là, hein. Il vient de ce bain expérimental de la New Wave qui essaye d'exprimer un nouveau positionnement culturel par des fringues, à part que lui se spécialise là-dedans parce qu'il est à la fois gay et passionné par ça. Moi j'ai failli basculer même là-dedans, puisqu'à un moment donné, Benoît Barterotte m'avait engagé chez Esterel pour lancer une ligne de basique, parce que moi j'étais plus intello et je voulais faire des basiques, ce qui est beaucoup plus dur que de faire de la mode féminine fait pour se démoder. En fait, j'étais déjà dans une logique assez pure de dire qu'est-ce que c'est que la chemise, le pantalon, etc. Une discussion d'ailleurs que j'avais eue avec Stark, dont il a essayé de se servir après dans la Redoute, à part qu'il n'y connaissait rien, que ces chemises n'étaient pas du tout chemises. Parce que pour faire une chemise, il faut avoir une énorme culture qu'il n'avait pas. Par contre, celui qui avait cette culture à l'époque, c'était un type qui s'appelait Pierre Fournier, des boutiques Hémisphère, et donc à un moment donné, pareil, j'allais voir ce type, Pierre Fournier, qui avait des collections de vêtements dans un appartement rue Fernand Duval, donc en plus en plein quartier juif, hein, à côté de chez Joe Goldenberg, et il m'expliquait les vêtements, les chaussures, les vestes, etc. Et j'ai été passionné par ça. Ce qui m'a conduit à m'habiller sur mesure, après à dessiner moi-même mes vêtements sur mesure, en travaillant avec d'abord Revito, puis Jay, etc. Donc j'ai eu des tas et des tas de facettes dans ma vie, quoi. Jusqu'à quel âge? Même encore maintenant, d'une certaine manière. Encore maintenant. Enfin, maintenant, je ne m'habille plus parce que, sur mesure, parce que j'ai fait le tour de la question, mais par contre, si vous me branchez sur le sujet, je suis un spécialiste du vêtement masculin, et j'ai vraiment réfléchi très très profondément à ça, et dans une autre vie, je pourrais aussi travailler comme styliste, modéliste, par exemple. J'ai des tas de casquettes, en fait, moi. Parce qu'en fait, tout se rejoint, c'est toujours maîtriser un sujet, et comprendre comment l'intelligence humaine s'investit dans quelque chose qui n'est pas directement de l'idée. Alors ça peut être la peinture, mais ça peut être les vêtements, et puis ça rejoint l'idéologie, évidemment. Mais comment y êtes-vous venu? Alors moi, au départ, c'était intervenir dans le débat par des propos critiques, hein. J'écrivais des petits textes, en général sur la bourgeoisie. C'était toujours cette vieille tradition, enfant de la bourgeoisie déclassée, qui critique le mensonge bourgeois. J'étais vraiment là-dessus à l'époque. Et sur ce qui était en train de se mettre en place, la trahison de la gauche, ouvriériste, sérieuse, par ce qui était en train de se mettre en place avec l'arrivée de Mitterrand, la gauche sociétale, la gauche bobo. Ça a commencé là. Et très vite, je l'ai compris. Je l'ai compris d'instinct. Début des années 80. Oui, c'est l'élection de Mitterrand, où je comprends très vite que c'est passer de la bourgeoisie de droite à la bourgeoisie de gauche. Et là, j'ai très vite la conscience aussi, regardant les cadres de ce qu'on appelle le trotskisme, d'une dimension communautaire très très forte, et d'une très grande différence entre ce qu'on appelle le mouvement ouvrier et la classe ouvrière. Et qu'en fait, ceux qui dirigent le mouvement ouvrier n'appartiennent pas à la classe ouvrière, et appartiennent très souvent à la même communauté que ceux qui sont au sommet de la pyramide capitaliste. Donc là, j'ai quand même des intuitions très fortes. Hein. Oui. Est-ce que ça vous a
poser des problèmes. À l'époque, non, parce que je suis discret, parce que j'existe pas socialement, donc je suis pas gênant. Mais très vite, par exemple, ma découverte avec le révisionnisme historique date de 84. Hein. Donc les idées, elles se télescopent très vite. Hein. Et c'est quoi? C'est Fort-Risson? C'est la lecture de Fort-Risson? Ou avant? C'est la fréquentation de la vieille taupe rue oui, Hein. de Guillaume. Bien sûr, oui, bien sûr, j'y vais, et puis je m'intéresse. Et puis moi, tout ce qui est interdit et considéré comme méprisé par l'idéologie dominante m'intéresse toujours, parce qu'en général, il y a toujours quelque chose à y Et vous le faisiez secrètement? Ben, je le faisais individuellement, oui, parce que j'étais un marginal, puisque j'étais pas connecté à aucun réseau spécial. J'étais à la fois l'élève de Castoriadis, de loin comme ça, tout en le prenant pas vraiment au sérieux. Je fréquentais le monde de la nuit, mais je n'allais pas parler de choses très sérieuses avec les gars du night clubbing. Très tôt aussi, j'ai fait du sport, j'ai fait de la boxe française. Donc, en fait, j'étais dans des tas de milieux, comme des facettes d'un cristal, là, vous savez. C'est-à-dire que chaque milieu que je fréquentais correspondait à une dimension de ma personne, mais à une seule. Et très peu, en fait, avaient toutes les dimensions qui étaient les miennes. Ouais. Au maximum, c'était une dimension, 2 dimensions, voire 3 dimensions. Et j'ai jamais vraiment rencontré de type qui existait sur tous les plans comme moi. C'est-à-dire qui faisait à la fois du sport, qui draguait de la meuf, qui travaillait, qui lisait à tout va, qui s'intéressait à l'art, à la mode, etc. Donc j'ai toujours été... une curiosité dévorante. Oui, oui. Donc j'étais très seul d'une certaine manière, parce que j'étais jamais... Je ne fréquentais que des gens qui ne correspondaient qu'à qu'une partie de mon être. Voilà. Et je suis toujours dans cette même problématique, où j'ai toujours les mêmes problèmes. Quand je suis avec un intello, il me prend pour un voyou. Quand je suis avec un voyou, il me prend pour un intello. Quand je suis avec un sportif, il voit que je ne suis pas vraiment qu'un sportif. Et ça a toujours été ma réalité. Et vous en jouissez? J'en jouis, et en même temps, ça me posait vraiment des problèmes. Par exemple, j'ai un très grand respect pour Bricmont. Mais Bricmont, il a du mal à me prendre pour un intellectuel, parce que pour lui, je suis un peu un voyou. Mais ce que je lui envoie comme message, c'est qu'il pense qu'il faut faire la révolution. Et il sait très bien qu'historiquement, c'est des mecs comme Joseph Staline qui font la révolution, et qu'avec Bricmont, la révolution ne se fait jamais. Donc il faut bien que quelqu'un la fasse. Donc c'est quelque part, c'est chez ces gens-là une inconséquence, sans doute aussi un défaut de virilité. Ils ont une certaine virilité intellectuelle, mais elle ne va pas au-delà. Et puis aussi, ça les maintient dans un certain confort, le confort du commentaire et du concept, qui ne va jamais plus loin. Et aussi, oui, à un moment, tant que je ne deviens pas, comment dirais-je, connu, ou assez connu, parce que je suis connu dans un petit milieu, puisque je fréquente Jean Hidderl, j'ai écrit un peu dans l'Idiot International, je fréquente un peu Baudrillard, j'ai publié déjà un bouquin, après j'en publie un autre qui est mon livre de cours à ESMOD, Sociologie du vêtement. Je fais du journalisme, je suis assez bien accueilli dans le journalisme, parce que je vends de la pige, en fait, le principe c'est ça. J'écris des articles, je propose, à l'époque c'est beaucoup plus facile, je vais à Elle, à l'époque c'est à Neuilly je crois, je monte dans l'immeuble, je demande à voir la rédactrice en chef, à l'époque qui me reçoit dans son bureau, elle a toujours un quart d'heure à consacrer, on a complètement changé de monde par rapport à ça, là on est en 85, hein. Et je dis tiens j'ai ça comme idée, tiens très bien, fais l'article. Je ramène l'article, et puis on me paye, on me file un chèque, que je peux toucher en liquide, à l'époque encore, ou que j'endosse. Donc on a changé de planète, hein, et donc je vis comme ça. Je vis de pige, hein, essentiellement. Et puis d'autres, peut-être... Mais vous n'étiez pas un réprouvé à l'époque à cause de vos idées? Non, parce que j'étais un jeune. Et puis d'abord, je vais vous dire un truc, la dictature, on va dire, judéo-sioniste qu'on subit aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Elle était déjà en train de travailler, tu sais, la vieille taupe, hein. Elle travaillait. 68. Elle travaillait, et elle a commencé à devenir... moi, j'ai commencé à la voir début 80, mais elle est devenue, comment dirais-je, dictatoriale, à mon avis, au moment où des mecs comme Guy Hockenheim ont commencé à se révolter, mais en même temps sont morts. Donc ce renégat, il a le nez de Glucksmann, le cigare de Julie, les lunettes rondes de Coluche, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner. Dites donc, quand vous dites le nez de Glucksmann, il n'y aura pas une petite pointe d'antisémitisme? Comme par hasard, il y a une forme de chantage à l'antisémitisme qui s'est instauré également depuis que ce que j'appelle ce mouvement de reniement, de ralliement en même temps au pouvoir politique, s'est institué. Il y a un chantage continuel, on ne peut pas dire à propos de soit Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann, quoi que ce soit, qui soit de l'ordre de la critique, sans qu'on parler de ses oreilles, mais tu as parlé de son nez, c'est quand même pas rien, enfin parler d'un nez
du nez pour un nez quelqu'un. aussi. Mais d'accord, mais moi, bon... Et puis après, ça devient vraiment... Ça crève les yeux à partir des milieu des années 2000. Oui, là, c'est... Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Le but avec les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage. Mais tout ça, ça met des années, hein. Il ne faut pas oublier que le travail de fond idéologique des réseaux, c'est des gens qui travaillent sur 30 ou 40 ans. Par exemple, de fabriquer un lobby gay en France qui n'existait pas, qui consiste déjà à donner un quartier aux gays qui s'appelle le Marais, qui d'ailleurs est un quartier historiquement juif, hein, faut le savoir. C'est un travail de volonté politique, ça ne peut pas se faire par hasard. Hein. Il faut des moyens et une vision et un travail de fond. Ça se fait sur 30 ans. C'est décidé en 80 d'une certaine manière et ça devient réel avec le Act Up en 2000. Et aujourd'hui, ça devient totalement dictatorial avec la lutte contre l'homophobie, la DILCRA, etc. Aujourd'hui. Donc c'est que par rapport à une vie d'homme, à une vie d'individu, le travail des réseaux et le travail politique, c'est un travail de longue durée. Entre la décision et la prise du pouvoir ou on va dire les effets de balancier idéologique, par exemple le politiquement correct aujourd'hui n'est plus le même que celui d'hier. C'est pour ça qu'il y a des débats chez TADI où des gens s'engueulent disant le politiquement correct c'est le pro-immigré, puis l'autre fait non, c'est l'anti-immigré. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, sans se faire immédiatement étiqueter de raciste ou de xénophobe, de plaider pour une réduction significative des seuils d'immigration? Est-ce qu'il est possible de critiquer le multiculturalisme? Est-ce qu'il est possible de plaider pour l'assimilationnisme? Bien sûr, tout le monde le fait. Non, monsieur. Tout le monde le fait dans l'espace public français aujourd'hui, mais je suis désolé. Vous êtes orwellien, monsieur. Je ne suis pas du tout orwellien, je vous assure. Et je me permets, ceux qui s'aventurent sur ce terrain sont immédiatement soupçonnés, je le redis, de xénophobie, de racisme. Sont immédiatement invités partout, comme vous, et vendent des livres. Ils ont raison tous les deux. On est passé de l'un à l'autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on est passé de l'un à l'autre, qui a fait passer ça de l'un à l'autre, hein, qui a les moyens de faire passer de l'un à l'autre, et le temps que ça a mis de passer de l'un à l'autre. De passer on va dire de BHL à Zemmour, par exemple, hein, en gros, même si BHL n'est pas forcément le mieux choisi, mais je veux dire de Besancenot à Zemmour, par exemple. Hein. C'est un travail de fond qui met 30 ans. Oui. Ça commence en 80 et ça devient effectif en 2015. Hein, 80, 90, 2000, c'est 35 ans. Ouais. 35 ans, ça correspond à une vie d'homme adulte. Hein. Mais oui. C'est là où c'est le côté... comment dirais-je, la conscience de l'impuissance, elle est là. C'est que ce qu'on appelle l'âge de la brute, hein, ça s'appelle comme ça, c'est le temps que tu comprennes. Même si tu es très doué, tu as 25 ans, et que tu aies les moyens d'agir et que tu aies encore la force d'agir, 25, 35, 45, 55, 65, après on commence à décliner, c'est 40 ans. Oui. Hein, et pour mener à bien un projet politique de fond, c'est du réseau, et des fois, ça prend mettre en place une révolution qui aboutit à la Révolution française. Il faut commencer parfois 2 siècles avant. Hein, c'est ça. Alors voilà, la temporalité politique profonde, sérieuse, hein, ce que j'appelle le sérieux et pas le frivole. C'est là où Kluskar est très intéressant. C'est pas du tout la temporalité individuelle. Hein. C'est aujourd'hui, il y a par exemple qui aujourd'hui a besoin de Jacques Lacan pour faire fonctionner l'idéologie dominante. Il a totalement disparu. Alors qu'à un moment donné, c'était une vache sacrée, intouchable. Et ça disparaît. Par contre, il y a des lames de fond, elles, sur par exemple le capitalisme financier mondialiste. C'est d'autres niveaux, d'autres rythmes, d'autres poids. Hein. C'est ça, c'est un vrai travail intellectuel et de sociologie. Mais à partir de quand avez-vous pris conscience d'un rôle politique possible pour vous? Eh bien, sans doute, quand on m'a fait... à un moment donné, quelqu'un est venu à ma rencontre, qui s'appelait Marc Cohen, qui était le responsable des jeunesses communistes à Ivry. Et il a découvert des textes que j'écrivais pour d'ailleurs, à l'époque, une revue de TADI, qui s'appelait, je crois, Maintenant. Ouais, Maintenant. Et je prenais déjà parti au moment de la guerre du Golfe pour le camp de Saddam Hussein. On avait le badge avec le scud, etc. Et en fait, il m'a approché. Souvent, les gens m'approchent, moi, en disant c'est bien ce que tu écris. Il y avait une espèce de radicalité. C'est tout ça, on peut encore le trouver en cherchant. Et je suis donc approché par ce garçon qui a certains moyens parce qu'il est mandaté par Zarqa, à l'époque au PC, pour défendre une ligne, on va dire, plutôt néo-nationaliste, qui correspond d'ailleurs à la ligne Marchais, qui a été marginalisée.
Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Et donc je me retrouve pris un peu à mon insu, parce qu'on ne me dit pas toutes les manipulations qu'il y a derrière, je me trouve aidé et pris par Marc Cohen, et on crée un truc qui s'appelle le collectif communiste des travailleurs des médias, où à l'époque il y a aussi Cruz, Jean-Paul Cruz, qui est délégué CGT à Libé, vous voyez. L'Idiot International sera donc le journal où vont se croiser des communistes et les proches de Jean Edernalier, situés à l'opposé sur l'échiquier politique. La rédaction en chef de l'Idiot est alors assurée par Marc Cohen, communiste et proche de Pierre Zarka. Jean-Paul Cruz de la CGT et Alain Soral, à l'époque au Parti communiste, croiseront Alain de Benoît, proche de l'extrême droite. Le journal se veut un lieu de rencontre improbable entre dandisme et ardent désir de provocation. On a des gars qui sont à Paris Match, des gars qui sont à l'Express et au Point, je dirais pas des noms parce qu'ils sont encore tous en place. Et on intrigue, et alors ce Marc Cohen se retrouve rédacteur en chef de l'Idiot International de Jean Edernalier, parce qu'en fait le PCF met de l'argent chez Jean Edern, en lui payant des avances très fortes pour faire un bouquin d'interview, je crois, de Fidel Castro. Donc en fait, il y a un rapprochement entre Jean Edernalier, qui est un fouteur de merde, on va dire libertaire, transcourant, avec l'Idiot International, financé en doute par le PCF, pour faire chier la ligne pro-socialiste, on va dire, pro-PS du PC, hein, avec Zarka, etc. Et moi, je me retrouve pris là-dedans, et là, je me retrouve à faire vraiment de la politique. Oui. Sans même savoir, d'ailleurs, qui tire les ficelles vraiment. Donc je me retrouve à rentrer au Parti communiste, sur une ligne, c'est la ligne Marchek, c'est-à-dire qu'on est pro-serbe au niveau de la guerre de Yougoslavie, on est plutôt très critique de l'explosion de l'URSS et de la montée de ce que représente Gorbatchev et de ce qu'amènera Yeltsin, hein, et on attaque bille en tête, comment dirais-je, la dérive PS du PC, hein, c'est-à-dire la montée de la gauche sociétale contre la gauche sociale. Et moi ça correspond... déjà à l'époque. Non, il est nulle part. Hein. Aujourd'hui, il est avec Macron. Hein. Non, c'est plutôt Marie-Georges Buffet. Oui, Marie-Georges Buffet, oui. Ouais. Donc moi, je me retrouve militant communiste tout en étant branché, à monter avec Marc Cohen le collectif communiste des travailleurs des médias, où on essaye en fait de faire de la politique toujours avec cette idée qu'on est une avant-garde culturelle. Et donc on met en avant notre réseau mondain. Alors on est proche de Jalon aussi, de Basile de Kock. Et d'ailleurs, on se rapproche de Benoît. On essaie de faire des trucs néo-nationalistes. En fait, j'ai toujours été national et social, en fait, puisque j'avais même monté, quand j'étais jeune, un truc qui s'appelait le mouvement extrême-centre. C'est-à-dire ni extrême gauche ni extrême droite. J'étais le président du mouvement extrême-centre, qui était un petit truc que j'avais monté, qui est la loi de 1901, au journal officiel, où il y avait Obalk dedans, d'ailleurs, et d'autres gens. Donc j'ai toujours été, en fait, dans cette idée transcourant, un peu extrême, mais ni extrême gauche ni extrême droite, c'est-à-dire en fait les deux, hein, troisième voie en fait, même quand je ne savais pas que ça existait. Donc en fait il y a vraiment une constante hein, dans mon cheminement, et à un moment donné je me retrouve au PCF, mais néo-nationaliste, anti-réformiste au PCF, et dénonçant toujours la destruction de la gauche sociale par ce qu'on appelle le trotskisme français, hein, qui a peut-être rien à voir d'ailleurs avec le Trotsky, etc. Mais enfin, toujours le travail qu'a joué la LCR, la bande à Krivine qui est devenue le NPA, pour détruire en fait la gauche sociale ouvrière, toujours, soit la contrôler, soit la détruire, ça a été l'un puis l'autre. Et donc à un moment donné, je me retrouve vraiment à faire vraiment de la politique, quoi. Alors que j'en ai toujours fait, on va dire, à la marge et d'une autre manière. Je vous dis, quand je rentre au PCF, et ça c'est au milieu, début 90, il faudrait que je regarde les dates exactes, mais c'est au moment de la guerre d'Yougoslavie, donc c'est quoi, 92, guerre du Golfe, oui. Première guerre du Golfe, guerre d'Yougoslavie. Où là, je fais campagne pour le non à Maastricht. Oui. Et là, qui fait campagne pour le non à Maastricht? Le Front National et le Parti communiste. Oui. Donc je vois bien qu'il y a une convergence à faire sur le souverainisme, en fait, qui est déjà là, et qui nous empêche, en fait, l'alliance souverainiste, les flics de l'extrême gauche et les flics de la gauche trotskiste, dont, comment il s'appelle, Didier Deninx, vous voyez, oui. Ces mecs-là sont payés pour empêcher, et on en est toujours là, hein, les gens qui empêchent le rapprochement de ce qu'il y a de sain au Rassemblement national et ce qu'il y a de sain chez Mélenchon, oui. Pour qu'il y ait le saut qualitatif révolutionnaire. On voit bien que ces vigilants qui empêchent ça, ils sont toujours issus du même monde. Hein. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Hein, le petit Glucksmann aujourd'hui, etc. C'est toujours empêcher l'union sacrée révolutionnaire et l'idéologie révolutionnaire transcourant, hein, qui est toujours nationale et sociale, comme par hasard. Et on a toujours les antinationaux
qui sont soit mondialistes, soit internationalistes, hein, oui. et les antisociaux qui opposent toujours le sociétal au social, et nous font toujours glisser du social au sociétal, c'est-à-dire non pas défense du travail face au capital, mais défense soi-disant des minorités, féminisme, jeunisme, immigrationnisme, LGBTisme aujourd'hui, enfin on voit bien, là-dessus j'ai fait un sans faute, hein, je veux dire, quand on veut comprendre c'est clair comme de l'eau de roche, hein, voilà. Et je me retrouve donc national-socialiste français, ce que j'ai toujours été. Mais et maintenant, quel rôle historique estimez-vous pouvoir remplir? Ben moi déjà je suis un éveilleur de conscience, je fournis de la doctrine et je fournis j'aide à la prise de conscience. De ce point de vue-là, j'ai fait un énorme travail et je pense que c'est pour ça que je suis très attaqué. Et en même temps, au niveau de la politique directe, je vois bien que le temps n'est pas venu et que j'ai pas les moyens. Et que quand j'ai essayé de le faire en rentrant au Front National, vous le savez, pour insuffler la ligne sociale du Front National, hein, à l'époque c'était le discours de Valmy que j'ai écrit et coécrit, qui était un très beau discours. Hein, voilà. Tout ça, c'est le travail que j'ai fait. J'ai fait quand même un énorme travail depuis les mouvements de notes expliqués aux parents, qui est quand même un bouquin qui tient la route, hein, au niveau idéologico-critique et au niveau sociologique, ben, lisez-le. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait le même travail de décodage, de décryptage, avec une dimension explicative, une dimension morale, une dimension politique, avec toujours par une autre voie, avec toujours une voie un peu, je dirais, gramscienne, hein, toujours une voie métapolitique. J'ai pas attendu les gars de Éléments là, pour découvrir ce que c'était que le gramscisme, y compris le gramscisme de droite. J'ai toujours su que le combat politique se menait par le combat culturel, et que de toute façon les deux étaient indissociables, et que le côté très ringard des politiques aujourd'hui, c'est que justement, ils n'existent pas politiquement, parce que déjà culturellement, ils n'existent pas. Oui, c'est des tocards et des ringards. Mais alors, je repose la question, quel rôle historique estimez-vous pouvoir remplir à l'avenir? J'ai toujours dit, moi, pour plaisanter à une époque, que j'étais pas démocrate, que le seul boulot qui m'intéresserait vraiment, ça serait dictateur, et que le temps n'était pas venu pour les gens comme moi, que la période n'était pas encore assez radicale, catastrophique. Et je l'ai toujours dit en plaisantant, avec toujours la petite idée que ça pourrait peut-être venir un jour. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, en me disant, quand j'avais 20 ans, je me disais, j'ai une chance sur 1 million de devenir dictateur, après j'ai une chance sur 100 000, après j'ai une chance sur 10 000, et aujourd'hui j'ai peut-être une chance sur 1000. Mais je pousse toujours la même logique, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le pouvoir. Quand on est sûr d'incarner la vérité et le bien, et qu'on l'incarne pas par, comment dirais-je, par élection, hein, c'est pas Harry Potter, hein, on y accède par, c'est plus, comment dirais-je, le cheminement grec que le cheminement juif, hein. C'est plus Ulysse, hein, c'est Ulysse, hein, c'est pas comment dirais-je, Moïse. Hein. Vous y aspirez quand même. Forcément, parce que je veux dire, il faut bien avoir des rêves, il faut bien avoir un but. Mais on y aspire comme on aspire à devenir champion quand on fait du sport. Oui. Quand vous rentrez pour la première fois dans une salle de boxe, vous rêvez d'être Mohamed Ali. Tout en sachant que vous avez pratiquement aucune chance d'être Mohamed Ali. Mais si vous n'avez pas ce rêve, comment supporter de souffrir, de prendre des coups, de faire la série de pompes qu'il faut faire, alors que le corps brûle, hein, qu'il y a voilà. Je veux dire, donc c'est exactement pareil. Quand je me suis mis à la boxe, mon modèle à l'époque c'était Thomas Hearns. Has not hung on at all. Now, finally, he grabs Hearns. Hearns got three shots with Roberto. He's wobbly, Tim. His legs are still wobbly. He's trying to cover up. Another solid right hand by Thomas Hearns in a combination. The referee, Padilla, watching. There, he's up in the air again. Duran just fighting on instinct, though, Gil. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Anytime you fall forward, the fight's over, Tim. A huge right hand by Thomas Hearns. Je rêvais de boxer comme Thomas Hearns. Je ne suis pas devenu Thomas Hearns. Hein. Et par contre, j'ai une gestuelle qui est pas trop mal. Mais c'est ce qui me motivait, c'était de regarder Thomas Hearns et de me dire j'essaye de m'en rapprocher. Et puis pourtant, ben voilà, je le savais. Et votre rêve est toujours intact? Oui, mon rêve est toujours intact. Mes grands personnages historiques que j'admire beaucoup. Je parle comme fascination. Hein, fascination. Oui, oui. Comme d'autres sont fascinés par les Rolling Stones, etc. Oui, c'est oui. Hitler et Staline, évidemment. Oui. Eux, c'est pas Giscard d'Estaing, c'est des types qui sont partis de rien, vraiment rien, quoi. Socialement, qui n'avaient a priori
si on fait de l'analyse sociologique, aucune chance de devenir quoi que ce soit. Hein. Et puis par les hasards de l'histoire, la volonté, l'intelligence et aussi la méchanceté, peut-être, qui me fait peut-être un peu défaut d'ailleurs, ils arrivent à un moment donné à devenir maîtres du monde. Alors bon, c'est pendant 12 ans pour l'un, beaucoup plus longtemps pour l'autre, mais ça c'est objectivement fascinant. Qu'on ne me parle pas de morale, etc., j'en ai rien à foutre. C'est objectivement fascinant, et quand on s'intéresse à l'histoire et qu'on lit Historia, on ne remplit pas des Historia avec Giscard d'Estaing et François Hollande. Hein. Napoléon, hein, Gengis Khan, Pierre le Grand, Gengis Khan, Napoléon, c'est ça qui nourrit les livres d'histoire. C'est les grands personnages de l'histoire. Et les grands personnages de l'histoire, ça implique une grande violence. Non, mais ça implique une grande violence. Hein. Oui, oui. La grande politique, c'est de la grande violence. Est-ce que pour vous, la grande politique, c'est-à-dire l'art de conduire les hommes, est-ce que c'est le grand art? Oui, moi je mets la politique très haut, hein, évidemment. Oui. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé à l'art contemporain, puisque j'ai tenu une galerie d'art, j'ai été critique d'art, il faut le savoir, hein, tout ça. J'ai 1000 vies, hein, si vous regardez. La galerie s'appelait Galerie Forain, on était 3, on organisait des expos, je faisais les textes de critique. J'ai même moi exposé, d'ailleurs. Hein. Tout ça, on peut chercher. J'ai appartenu à un mouvement de peintres qui s'appelait En avant comme avant. On a exposé un peu partout. Hein. On a exposé au musée d'art moderne avec la figuration libre. On a exposé à Nice à l'époque, aidé par l'école de Nice, etc. J'ai été artiste peintre dans un groupe d'avant-garde, j'ai été critique d'art, j'ai co-géré une galerie d'art, donc je suis toujours passé de la théorie à la pratique, hein. J'ai fait tout ça. Et pourtant, à un moment donné, quand je regardais Boltanski, par exemple, ou des escrocs comme Buren, ou même des types peut-être moins escrocs, hein, comme l'artiste allemand là, qui mettait toujours un chapeau en feutre. Joseph Beuys, on ne sait même plus qui est Joseph Beuys aujourd'hui, à l'époque c'était une figure, Joseph Beuys. Et je me disais, Beuys c'est pas mal, à la documenta de Cassel, j'ai fait la documenta de Cassel, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que Beuys à côté de Staline ou d'Hitler? Même d'un point de vue de l'art contemporain, quel est le grand performeur des deux, hein? Je veux dire, si on pense art contemporain au sens installation, art intégral, performance, il y a des théories là-dessus, hein. Lénine, Dada, hein, on sait qu'à un moment donné, au Café Voltaire, à Zurich, se côtoient les plus grands révolutionnaires d'avenir, et Tristan Tzara et Lénine, vous voyez. Et à un moment donné, on voit bien qu'à un moment donné, dans sa naïveté et son arrogance mondaine, André Breton pense qu'on peut faire la jonction entre le surréalisme et la révolution sociale la révolution sociale marxiste-léniniste, quoi. Donc pour vous, la politique, c'est le grand art. Oui, je pense, oui. Ça peut être le grand art, mais pour que ce soit le grand art, il faut faire autre chose que du Marine Le Pen, évidemment. Hein. Chez Jean-Marie Le Pen, il y a encore cette dimension d'aventurier, cette dimension créative qui me plaît. Chez Marine Le Pen, c'est une héritière. Franchement, non.